Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de A à Z. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous voulez en savoir plus, simplement de A à Z propose une aventure, l'achat d'un bien immobilier, la rénovation de celui-ci pour atteindre une vie plus éco-responsable et plus durable. Comment ça se passe? L'objectif c'est d'atteindre une certaine liberté financière, une liberté énergétique et une liberté alimentaire. Je me présente, je m'appelle Morgane. Je suis détenteur d'un master MBFA pour monnaie, banque, assurance et finance à l'université de Rennes, particulièrement un parcours IEF pour ingénierie économique et financière, ce qui en mon sens me confère une certaine légitimité pour aborder des sujets économiques qui sont intimement liés avec l'objectif de la chaîne qui est l'autonomie. Aujourd'hui, on va parler d'inflation et plus particulièrement de ce qu'on ne vous dit pas sur l'inflation. Pour commencer, j'aimerais citer Idriss Aberkane sur l'économie de la connaissance, qui dit que la connaissance elle est multiplicative, puisque à la fin de cette vidéo, vous aurez une connaissance que je vous aurai partagée et je la garderai moi aussi. À l'inverse d'une part de pizza qui est un objet matériel, si on coupe des parts et que je vous donne une part, il me restera, enfin j'aurai une part en moins. Donc ce sujet de l'inflation, je vais l'aborder avec quatre parties. La première, c'est la définition de l'inflation et de la déflation. Ensuite, la deuxième partie, ça va être sur l'indépendance des banques centrales. La troisième partie, ça va être le rôle de ces banques centrales. Et enfin, on parlera en quatrième partie du taux d'intérêt. Une fois qu'on aura vu ces quatre parties, ça va pouvoir me permettre de vous parler de l'actualité et principalement de ce qu'on ne vous dit pas sur l'inflation. Donc installez-vous confortablement et bon visionnage. Donc, premièrement, on va définir ce qu'est l'inflation et la déflation. Donc, la définition de l'inflation, c'est l'évolution à la hausse des prix durables. C'est-à-dire sur un phénomène de temps assez important. Donc, on a une évolution positive des prix et ça dure un petit moment. À l'inverse, l'opposé, c'est la déflation. C'est la définition inverse, c'est-à-dire évolution à la baisse des prix de manière durable. Donc là, c'est l'effet inverse. Vous avez vos prix qui diminuent pendant un certain nombre de temps. On va aborder les dangers des deux, c'est-à-dire de l'inflation et de la déflation. Donc l'inflation, le premier danger, c'est qu'en fait, il va y avoir des reports de consommation. Donc simplement, je prends un exemple, si vous voulez acheter un bien à 100 euros et que demain il passe à 105 puis 110, en fait, vous n'êtes pas plus débile qu'un autre et vous allez vous dire, bon, bah, je vais attendre que un jour, avec un espoir que les prix baissent pour pouvoir retrouver votre produit à 100 euros et pouvoir concrétiser votre achat. Donc c'est simplement le danger principal de l'inflation, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que finalement il y a des reports de consommation et voilà. En tout cas, le deuxième pendant, donc l'opposé de la déflation, le point négatif, c'est la même chose, il va y avoir un report de consommation, mais il va avoir un impact plus conséquent. Donc par exemple, on reprend l'exemple, vous voulez un bien à 100 euros et demain il passe à 95, puis 90, et comme vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, vous allez reporter vos achats comme pour l'inflation positive. Cependant, il va y avoir un problème pour les entreprises. C'est que comme vous allez attendre que votre produit baisse, vous n'allez pas l'acheter encore et peut-être l'acheter à bas prix. Les entreprises, en fait, elles produisent à ce qu'on appelle un coût unitaire. Donc, si par exemple je produis des chaises, il va me falloir du bois, il va me falloir des vis et il va me falloir aussi de la main-d'œuvre pour pouvoir fabriquer cette chaise. Donc 10 euros de bois, 2 euros de vis et puis 5 minutes, donc on va dire 3 euros de main-d'œuvre. En fait, le coût de la chaise, c'est 15 euros. Ensuite, je veux me rémunérer pour l'entreprise, donc je vais prendre une marge et je vais vendre sur le marché cette chaise à 20 euros. Le problème, c'est que si cette chaise à 20 euros, elle descend à 18, à 17, donc ça va rogner d'abord la marge de l'entreprise, jusqu'à arriver à 15 euros le coût unitaire de cette chaise, donc le prix qu'il faut pour produire cette chaise, et ça peut aller jusqu'à plus bas. Le problème que si ça va plus bas, c'est que déjà d'une, je vais perdre de l'argent. En perdant cet argent, je ne vais pas pouvoir acheter du nouveau bois et des nouvelles vis, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir produire de nouveau. Je produis pas de nouveau, je vends pas d'argent, donc aussi j'achète pas de bois, donc les fournisseurs de bois ils n'ont pas de carnet de commande. Voilà. Donc en fait ce que vous voulez c'est que le point négatif de la déflation c'est ça va détruire en fait finalement le tissu des entreprises et donc le système. Puisque finalement l'entreprise ne créant pas d'argent ne pourra pas payer ses employés, donc qui dit pas de salaire, pas de consommation et ça devient le chaos. Donc, pour faire une petite synthèse de ce premier point qui est inflation-déflation, si on doit opposer les deux par leur négativité, sachez que la déflation est à éviter puisque en fait, elle va détruire le tissu économique.
Je vous ai mis un lien dans la description, une petite vidéo qui s'appelle Dessine-moi l'économie, qui traite du sujet de la déflation. Allez la voir, c'est imagé, c'est ludique et vous allez pouvoir recomprendre ce que je viens de dire de façon plus imagée. Ils font d'ailleurs d'autres séries de vidéos, allez voir, surtout sur tout type de phénomène économique, c'est très intéressant. Si vous voulez un peu vous développer une culture économique, vous pouvez aller voir. Avant de passer au point 2, je fais une petite transition sur ce qui est la masse monétaire. Donc on a introduit l'inflation et la déflation, maintenant on parle de la masse monétaire. La masse monétaire, elle comprend trois agrégats qu'on appelle M1, M2 et M3. Sans rentrer dans les détails, M1 correspond à la monnaie fiduciaire, pour fiducia et donc la confiance, parce que sans confiance il n'y a pas de commerce et donc pas d'économie, ce qui correspond en fait aux pièces et aux billets, monnaie fiduciaire. Et elle comprend aussi les dépôts. Donc l'argent que vous avez sur les comptes bancaires, c'est M1. M2 correspond à l'argent qui est un peu plus mis sous réserve, mais qui est quand même accessible, donc pour les livrets A ou les plans d'épargne logement. Et ensuite M3, on va plus sur des actifs. Donc en fait, cette masse monétaire qui comprend en fait toute la monnaie, le cash, est comprise dans M1, M2 et M3. Et on en reparlera tout à l'heure, mais sachez que la partie pièces et billets, c'est un faible pourcentage de cette masse monétaire. Vous pouvez même vous-même en être conscient d'un point de vue pragmatique en l'expérimentant, puisque j'imagine que vous effectuez la plus grande majorité de vos achats et de vos transactions via une carte bancaire et via le sans contact. Je vais introduire aussi en transition le concept de l'offre et de la demande, et puis on va retomber sur l'inflation et la déflation. Pour illustrer ce concept d'offre et de demande, et surtout de demande, on va parler de demande, je vais me positionner en tant que vendeur d'orange. Donc imaginez que je sois sur un stand et j'ai 100 oranges sur mon étable. En face de moi, en fait, j'ai 1000 personnes qui arrivent. Et d'habitude, je vends mes oranges à 1 euro. Si je ne suis pas plus débile qu'un autre, je vais essayer de monter un peu mon prix, allez, on va dire jusqu'à 3 euros, et je vais voir. Et peut-être qu'il y a 3 personnes qui vont venir, 100 personnes, pardon, qui vont venir m'acheter mes oranges à 3 euros. Auquel cas, j'aurais vendu mon stock, j'aurais fait 300 euros au lieu de 100. Ça, c'est ce qu'on appelle un choc de demande positif. Donc, plus de gens qui arrivent fait que les prix vont mécaniquement augmenter puisque je ne suis pas plus débile qu'un autre. A l'inverse, le lendemain, j'ai toujours mes 100 oranges et par contre, il n'y a plus que 10 personnes. Sachant que les oranges, c'est un stock de produits périssables, j'ai pas envie de rentrer chez moi avec 80 oranges et je sais pertinemment qu'elles vont pourrir. Je vais peut-être baisser un peu mon prix. Je vais faire par exemple, allez, 1 euro les 10. Et peut-être que ces 10 personnes, elles vont prendre 10 oranges, et donc du coup, j'aurai liquidé mon stock. Et donc du coup, ça fait que l'orange, elle est passée à 10 centimes. Donc si vous faites le pendant, enfin voilà, si l'image par rapport à la masse monétaire, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus la masse de monnaie est importante, plus il va y avoir un phénomène d'augmentation des prix. A l'inverse, moins cette masse monétaire est importante, moins il y aura un phénomène d'augmentation des prix, mais il y aura un phénomène de diminution des prix. Voilà, il y a une corrélation entre la masse monétaire et le taux, enfin l'inflation et la déflation. Donc j'en ai fini pour le premier point et je vais passer au deuxième point qui est les banques centrales et leur indépendance. En fait, historiquement parlant, sans rentrer dans les détails, les États étaient souverains, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient les deux organes de contrôle qui sont la politique budgétaire et la politique monétaire. En général, un État, il pouvait créer sa propre monnaie et ainsi investir, que ce soit dans l'armée ou dans les infrastructures. D'un point de vue historique, les premiers à avoir suggéré une indépendance de ces deux pouvoirs sont Kinland et Prescott, je crois, en 1977. Puis ça a été repris par des travaux de Barrow et Gordon en 1983, si je ne dis pas de bêtises. Sans rentrer dans les détails, et je vous ai mis les détails en description, ils ont démontré via des équations économétriques et des modèles que quand un État il a ces deux pouvoirs entre les mains, création monétaire et politique budgétaire d'investissement en infrastructure, en fait ça avait tendance à créer de l'inflation. Et on a vu tout à l'heure que le point de vue négatif de l'inflation, c'est qu'il va y avoir des reports, puisque les gens vont se stopper à un moment et ne vont pas vouloir consommer. Il y a un deuxième pendant, c'est le fait que ça érode la monnaie, mais je ne vais pas rentrer dans les détails et dans les points de vue politiques. Voilà. Donc en fait, Barrow et Gordon, ils ont montré en 83 qu'il valait mieux séparer un peu la création monétaire de l'organe de contrôle pour des histoires de crédibilité des autorités et d'anticipation de l'inflation. Allez voir dans la description, je vous ai mis deux liens qui amènent à deux PDF qui vont vous parler de ces papiers, de ces chercheurs, si vous êtes intéressé par l'économie.
Pour nous, citoyens européens, c'est en 1992, via les traités de Maastricht. Bon, on ne peut pas discuter de ce traité, mais en attendant, on est devenu citoyen européen et la Banque Centrale Européenne, fondée, je crois, il me semble, sur le système de la Bundesbank, est devenue l'organe de contrôle de la politique monétaire et elle est devenue indépendante. Voilà, pour l'aspect historique. Donc en fait, donc on a parlé d'inflation, déflation, de masse monétaire et de banque centrale, là, tout juste. À quoi servent ces banques centrales et quel est leur rôle en fait. En Europe, le rôle de la banque centrale, c'est de gérer les transactions, d'être garant des transactions monétaires via les banques commerciales. Donc ce que vous avez en France, Société Générale, Banque Populaire, Crédit Agricole. Elle va être garante de ces banques, elle va contrôler ce qu'ils font et elle va aussi avoir un deuxième objectif qui est le contrôle de l'inflation. Elle va éviter que ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'il y ait une déflation et qu'il y ait une inflation. C'est ces deux objectifs pour nous, citoyens européens, pour la Banque Centrale Européenne. Pour ceux qui pensent qu'elle a un objectif de croissance, c'est faux. C'est aux États-Unis, la Fed, donc pour Federal Reserve, qui est la Banque Centrale Américaine, elle a ses deux premiers objectifs et effectivement un troisième objectif de croissance. On n'a pas ça en Europe. Donc cette banque centrale, elle a donc ses objectifs qui sont d'être garant un peu des transactions monétaires et de l'inflation. Comment elle va opérer ces contrôles? Ce qu'on appelle via une politique monétaire et principalement une politique monétaire conventionnelle. Qu'est-ce que c'est? Trois outils simples. Le premier, c'est l'outil de politique monétaire par excellence, c'est le contrôle des taux d'intérêt. On va y venir tout à l'heure, je vais définir ce que c'est un taux d'intérêt. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le forward guidance. Donc c'est le banquier central qui va simplement, via des conférences de presse, essayer de rassurer les investisseurs et les consommateurs, enfin, surtout les investisseurs, parce que effectivement, nous, en tant qu'agents économiques classiques, on ne va pas suivre l'actualité de la Banque centrale. Mais pour nous, en tout cas, Christine Lagarde, son rôle, c'est via des conférences de presse de rassurer l'économie et les investisseurs sur qu'est-ce qu'ils vont faire à plus ou moins long terme, comment ils voient le futur économique et ainsi de suite. Et un troisième qui s'appelle les opérations d'open market. Je ne peux pas rentrer dans les détails, simplement ils peuvent se permettre des achats de titres, que ce soit des obligations ou des titres financiers, ayant fait des opérations de marché. Il y a beaucoup d'ignorance un peu par les particuliers qui pensent, même si c'est discutable, je pourrais faire une vidéo dessus, mais que les banques centrales vont racheter des titres, et effectivement ils le font, mais pas dans les proportions que les particuliers pensent. Voilà. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais sur ces opérations d'open market, si vous êtes intéressé, je peux faire aussi une vidéo dessus. Voilà. Donc ils ont trois outils. Le premier, comme on a vu, c'est la gestion d'un taux d'intérêt. Le deuxième, c'est le fait de parler, forward guidance. Et le troisième, de pouvoir acheter pour favoriser des effets de demande et d'offres sur les marchés. Le premier outil, qui est la gestion du taux d'intérêt, c'est la manivelle principale en fait. Et cette manivelle principale, elle fonctionne via ce qu'on appelle un taux d'intérêt. Donc, ce qui m'amène au quatrième point, c'est le taux d'intérêt. Taux d'intérêt directeur pour les intimes. En fait, il a été introduit, du moins comme on le connaît maintenant, même si ça a changé, en 93 par une personne qui s'appelle Taylor, qui était un stagiaire au FMI. Et via son stage, en fait, il a fait des études de recherche et a conçu une équation économétrique. Désolé. Voilà, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les mathématiques, mais qui nous permet de définir le taux d'intérêt. Cette équation, elle est définie comme le taux d'inflation cible, qui est pour la zone euro de 2%, plus, on va dire, un demi d'écart d'inflation, plus un demi d'écart d'activité, et un terme d'erreur, c'est de l'économétrie, désolé. Bon, vous ne focalisez pas là-dessus, tout simplement pour dire que c'est comme ça que le taux d'intérêt il est fixé de manière empirique et donc théorique. Dans les faits, il me semble que la Banque centrale, elle ne fonctionne plus là-dessus, puisque, voilà, je ne prends pas de voilà. Donc vous avez ce taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, il sert à quoi? Il sert à ce qu'on appelle fluidifier le canal bancaire. Donc pour tous ceux qui pensaient, les communs des mortels entendent souvent ça, la planche à billets, on fait tourner la planche à billets, voilà. Ça ne fonctionne pas comme ça. La masse monétaire, vous voyez vous-même, vous avez très peu de billets et de pièces par rapport à l'immensité de monnaie qui est en circulation. Les pièces et les billets, j'en ai parlé tout à l'heure, représentent qu'une faible part. Comment ça fonctionne finalement? Je ne rentre pas dans le détail, si vous voulez, je peux faire une autre vidéo aussi si ça vous intéresse, ce qu'on appelle le THJ pour le taux au jour le jour. Alors qui était Eonia, mais qui a dû changer maintenant, qui doit être Esther, je n'en suis pas sûr. Voilà, donc en fait vous avez un taux au jour le jour, donc pour la journée, tous les matins, vous pouvez aller voir sur l'Eurosystème, vous avez la définition.
et vous avez des échéances plus ou moins longues qui sont, je crois, il doit y avoir une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 6 mois, enfin bref, je ne suis pas sûr des échéances. Vous avez voilà, des différents taux pour différentes périodes. Bon, à quoi ça correspond? C'est le taux qui indique à quel taux vont s'échanger les différentes banques commerciales, à quel taux elles vont se prêter de l'argent. En fait, il ne faut pas que je rentre dans les détails, mais l'argent doit circuler en fait. On dit que l'argent ne dort jamais, je crois. Voilà, bref, en tout cas, il faut que l'argent ça circule. Je ne vais pas faire un débat sur l'argent. Pour ceux qui pensent qu'on peut revenir à des systèmes de troc, pour moi en tout cas, en mon sens, la monnaie est un intermédiaire des échanges et un système de troc. Pour faire une brève parenthèse, c'est un troc. Hein, il y a des civilisations qui ont utilisé le sel, il me semble au Soudan, en Chine les coquillages. Maintenant on utilise quelque chose de... Ouais, il y a eu de l'argent or, bon ça c'est encore un autre débat sur le fondement de l'argent, mais bref, en tout cas ça reste un système de troc et d'échange, puisque par exemple si j'ai 100 chaises qui correspondent à une valeur d'un cheval et que je vais voir le propriétaire du cheval et que je veux le cheval, mais que lui en fait fondamentalement il n'a pas besoin de ces 100 chaises, il va y avoir un problème. Donc pour fluidifier les échanges, on a créé on va dire une matière alternative et qui permet de converger les différents échanges. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est mon point de vue en tout cas, et c'est ce qui me semble être la monnaie sans rentrer dans les détails de la monnaie. Voilà. Donc, comment cette monnaie elle est créée? Elle est créée via des taux d'intérêt, et en fait, il faut qu'elle tourne cette monnaie, il faut qu'elle échange. Et c'est comme ça que la Banque centrale fait en fait avec les différents taux, et elle va manipuler ces échanges de monnaie. Tout à l'heure, on a vu la masse monétaire, elle influait directement sur l'inflation et la déflation, puisque plus il y a de masse monétaire, plus il va y avoir d'échanges, et donc plus les prix vont augmenter, si vous avez suivi la vidéo, et à l'inverse, moins il y a de masse monétaire et moins il y a d'échanges, et donc les prix ont tendance à être plus bas. C'est comme ça que la Banque centrale va contrôler l'inflation, qui est son principal objectif, je vous le rappelle, avec finalement être garant des échanges. C'est comme ça, c'est sa manivelle en gros, si vous voulez. Il y a de l'inflation, ils ne veulent pas qu'il y ait de l'inflation, ils vont augmenter les taux d'intérêt, et l'argent valant plus cher, eh ben, il y aura moins d'argent dans l'économie et ainsi de suite. Donc là, c'est comme ça qu'ils agissent. Ils augmentent les taux, et ben, du coup c'est pour limiter l'inflation. Ils diminuent les taux pour refaire partie de l'activité et enlever la déflation. Ça me permet aussi de vous parler d'autre chose, c'est le prix de la monnaie. C'est quand même bizarre, parce que la monnaie c'est une matière, mais elle a un prix. Et oui, effectivement, c'est un concept qui est un peu compliqué intellectuellement à concevoir, mais effectivement la monnaie a un prix. Et ces taux d'intérêt, ils vont directement influencer sur le prix de cette monnaie. Donc voilà, la banque centrale met un taux à X%, 2%, c'est le taux normalement cible. Et les banques commerciales vont prendre ce taux, puisque c'est le coût de leur argent, sans rentrer dans les détails, et vont le répercuter sur le crédit. Donc par exemple, vous voulez avoir une maison, vous allez vouloir contracter un crédit de, je dis n'importe quoi, ouais, 100 000 euros, à 10%, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous devrez rembourser 10 000 euros. Et donc, ça veut dire qu'en fait, cet argent à 10%, c'est extrêmement cher. Vous vous dites, non, mais attendez, attends, à 10%, je dois rembourser 10 000 euros. Sur 100 000, ça fait quand même énorme. Et donc, du coup, vous n'allez pas pouvoir accéder au crédit, du moins pas vouloir. Et donc, du coup, bah, en fait, vous n'allez pas contracter ce crédit et cet argent ne sera pas dans l'économie et ça ne favorisera pas l'inflation. C'est pour vous imaginer un peu le concept entre justement ce que j'ai dit tout à l'heure, le taux d'intérêt, la masse monétaire et l'inflation. Et à l'inverse, par contre, si l'argent ne coûte pas cher, avec des taux d'intérêt bas, c'est-à-dire que vous allez à la banque demain 100 000 euros, mais qu'on vous dit 0%, bah en fait, vous pouvez avoir 100 000 euros comme ça. Bah, effectivement, là, vous êtes, ouais, bah, allez, on signe, et puis du coup, vous allez acheter votre maison, et là, il y aura de l'argent. Donc, c'est comme ça que la Banque centrale, elle fonctionne, pour terminer sur ce point. Elle met des taux d'intérêt hauts, font qu'il n'y aura pas beaucoup d'investissement, pas beaucoup de crédit et donc peu de monnaie dans l'économie et finalement il va y avoir moins de, voilà, vous ne faites pas votre crédit, donc moins d'achats et donc finalement moins de consommation et les prix vont commencer à diminuer. Et à l'inverse, quand en fait ils voient qu'il n'y a pas beaucoup d'inflation, ils ont envie de leur 2% là, et ben du coup en fait ils vont baisser ces taux et donc du coup waouh, l'argent n'est pas cher, comme je vous l'ai dit, et donc, du coup vous allez contracter des crédits, ça va faire de l'argent dans l'économie, tout ça. Je rentre vraiment pas dans les détails, c'est extrêmement simplifié, mais c'est comme ça que ça fonctionne de manière succincte dans les faits. Voilà, donc maintenant on a un peu tout défini. On a le concept d'inflation, le concept de déflation, on a le concept de masse monétaire, l'argent qui est disponible dans l'économie,
On a aussi l'indépendance de la Banque centrale, comment elle agit avec sa politique conventionnelle, elle a sa petite manivelle, elle augmente les taux, elle les diminue pour pouvoir avoir une inflation à peu près stable. Voilà, ils cherchent à 2%, ils voient que c'est un peu haut, ils augmentent un peu les taux, ça redescend et ainsi de suite. Je me souviens plus, j'avais participé à une formation de la Banque de France et pour un peu, on va dire, instruire les jeunes, ils ont créé un jeu comme ça avec une montgolfière où on essaie de vous pouvez aller voir, je crois qu'ils ont fait tout un système pour pouvoir vulgariser un peu l'économie auprès des jeunes. Bon, bref, voilà. Donc on a tous les concepts en main. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir l'actualité. Pourquoi en fait, voilà, on va dire l'actualité sur l'inflation. Et ce qu'on ne vous dit pas, et pourquoi en fait on voit ça d'un œil négatif, alors qu'en fait finalement c'est d'un point de vue pour l'économie et pour le système, c'est extrêmement positif. Donc en 2008, enfin ça a commencé en 2007, mais en 2008, donc vous avez la crise des subprimes, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous mettre le titre d'un film dans la description, c'est le seul en mon sens qui est correct, puisqu'il y a beaucoup de films sur le trading, sur les marchés financiers qui sont en mon sens faux. Celui-là c'est le seul qui tient la route, qui parle d'économie, il s'appelle The Big Short. Il y a pas mal d'acteurs connus à l'intérieur. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Il traite de la crise des subprimes. C'est un petit peu complexe, mais au moins, ils ne disent pas d'erreur et c'est extrêmement vrai ce qu'ils disent, qui traite de la crise des subprimes. Bref, sans rentrer dans les détails, vous connaissez sûrement cette crise. Il est arrivé qu'en fait, les banques centrales avaient perdu les pédales. En fait, comme ils voulaient éviter que le tissu bancaire se déstabilise et s'effondre, puisqu'on a eu Rockefeller et ensuite les Man Brothers plus connus qui ont fait faillite. Ils ont voulu garder un dynamisme économique et ils ont baissé les taux d'intérêt, donc d'abord les États-Unis puis ensuite la France. Et en fait, on est arrivé à des taux qu'on appelle, à des régimes qu'on appelle non conventionnels. Donc ce que je vous ai dit par rapport au levier que la Banque centrale est là avec l'ajustement des taux d'intérêt et l'inflation, ça n'existait plus. Et on a connu pendant 11 ans, jusqu'à 2019, juste avant le Covid, une période où l'argent était limite gratuit. C'était le moment pour faire des affaires. Voilà, l'argent ne coûtait rien en fait, on pouvait avoir de l'argent assez disponible, bon, principalement aux États-Unis. Hein. Mais c'était une période faste en fait, peut-être vous n'en étiez pas au courant, mais c'était une super période. Et en fait, on a connu donc un régime non conventionnel. Les banques centrales avaient des taux à zéro, l'argent gratuit, et en fait, elles avaient plus ce moyen d'action, puisque en fait, malgré que l'argent soit gratuit, on avait des taux d'inflation bas, puisque en fait, les gens ayant peur reportaient leurs achats et en fait ne consommaient que très peu. Ça paraît compliqué à dire, mais voilà, en fait, il y avait beaucoup d'argent disponible, mais les gens ne consommaient pas, préféraient garder cet argent parce qu'ils avaient perdu la confiance. Et en fait, c'était vraiment ce que les économies redoutaient, c'était ce que je vous ai dit, la déflation. En fait, on avait peur qu'on rentre dans une trappe déflationniste, donc dans un régime de déflation constant, et que ça détruise tous les tissus d'entreprise et qu'au final l'économie s'effondre en fait. Et donc pour tous les détracteurs du système, en fait, c'était une période on va dire, clé, hein, parce qu'en fait, on était à deux doigts de s'effondrer. Et en fait, ce qui m'amène à dire que en fait, là, aujourd'hui, on vit une période d'inflation, hein, ça peut être difficile. Nous-mêmes, avec ma conjointe, on le vit au jour le jour, puisque notre pouvoir d'achat n'ayant pas changé, on a toujours 100 à consommer, mais en fait, les prix ont augmenté, ça devient un petit peu plus compliqué, on le vit tous. Et c'est ce que je vais reprocher un peu à l'actualité et aux médias qui, bon voilà, je ne vais pas discuter sur la légitimité des médias, mais en tout cas, ils ne vont pas cibler l'information qui est en mon sens capitale, à savoir que finalement, le taux d'inflation qu'on connaît actuellement et l'inflation qu'on connaît actuellement, elle est positive. Pour ceux qui, voilà, les détracteurs du système qui espèrent que le système s'écroule, et même si je suis sûr qu'on n'en est pas prêt, sachez que le système il repart de plein fouet, il est en plein boom et qu'on n'a jamais été aussi bien. Donc en fait c'est ça ce que je reproche, c'est un manque de communication en fait, c'est qu'en fait il pourrait très bien dire que justement cette inflation même elle est difficile, mais sachez qu'elle est positive, puisqu'en fait on cherchait de l'inflation depuis une dizaine d'années, puisque en fait les banques centrales en régime non conventionnel n'avaient plus ce moyen d'activer un taux d'intérêt, il n'y avait plus de taux d'intérêt, zéro plancher. Et donc du coup, en fait, grâce à la période Covid et au stress que ça a créé et au regain en fait, de la consommation, on a retrouvé des taux d'inflation pour ne pas rentrer dans les détails. Et en fait, il faut voir cette inflation d'un point de vue positif, de manière relative. Voilà, c'est positif pour le système existant. Après, voilà, je ne remets pas en cause le système, c'est un débat, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc voilà, pour en conclure, en fait, finalement, on ne vous dit pas que l'actualité, l'inflation qu'on vit actuellement et qui peut être difficile pour pas mal de foyers, en fait, elle est positive pour leur système économique, pour qu'il puisse être durable et perdurer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que ça vous aura plu.
Si ça vous a plu et que vous voulez d'autres sujets, je peux vous faire un sujet sur l'économie et le dynamisme de cette économie, c'est-à-dire qu'en fait on vit dans une économie dynamique. Le sujet sur l'indépendance des banques centrales. J'ai un sujet aussi sur le capitalisme et la définition des mots, puisqu'on a une définition marxienne du mot capitalisme. Voilà, il y a pas mal de sujets. Si ce format ça vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire. J'espère que ça vous a intéressé. Et voilà, donc bonne journée à vous.